Je vais demander à Marie-Odile Crinon de me rejoindre sur scène. Marie-Odile Crinon est diplômée de l'EPF et du Churchill College de l'Université de Cambridge. Marie-Odile a occupé pendant plus de 25 ans différents postes de directeur de projet à la direction générale d'IBM et chez Devoteam, en France comme à l'étranger. En 2014, vous avez créé MRC2, cabinet de conseil spécialisé dans le management des risques et crises cyber. Marie-Odile aujourd'hui conseille de grandes organisations internationales et publiques dans leur transformation cyber en lien avec les politiques de cybersécurité. Marie-Odile intervient également régulièrement à l'INSJ, dont elle fut auditrice lors de la première session management stratégique de la crise en 2013-2014. Vous êtes également ancienne auditrice de l'IHEDN, conférencière à Sciences Po Paris et par ailleurs colonel de la réserve citoyenne dans l'armée de l'air et cyberdéfense et administratrice de l'école de l'air ainsi que de la fondation EPF. Quel joli CV. Marie-Odile, si vous voulez bien venir vous asseoir. Nous avons, je crois, une petite vidéo. Vous aviez choisi cette vidéo pour introduire votre propos. Tout à fait. Donc d'abord, bonjour à toutes et tous. Moi, j'ai beaucoup de plaisir, de fierté, d'émotion d'être ce matin avec vous. C'est une superbe cérémonie dans un endroit qui est plein de souvenirs et plein de significations. Oui, moi, j'ai choisi cette vidéo. C'est mai 2017. Quand on a essuyé 2 grosses cybercrises avec des petits noms doux de WannaCry et NotPetya, je pense que ça a été un déclencheur, une prise de conscience pour beaucoup d'organisations, qu'elles soient publiques et privées. Et je pense qu'on a franchi à ce moment-là une marche significative, même si tout n'est pas encore fait. Emmanuel Gerlin est là et pourra en témoigner au nom de l'ANSSI. Mais je pense que ça a été un moment significatif dont il faudra se rappeler. Il y a un des groupes qui a travaillé sur penser l'impensable. Qu'est-ce que penser l'impensable signifie dans le domaine de la cybercrise? Penser l'impensable. Moi, quand j'interviens auprès de COMEX ou comité de direction, souvent on me dit, je suis une spécialiste de la cyber, comme vous l'avez compris, on me dit, oui, mais attendez, la crise, c'est l'incendie, la crise, c'est enfin tout ce que vous pouvez connaître les uns et les autres. Et je pense que matérialiser la cybercrise, je disais que mai 2017 nous avait aidés, mais ça reste encore complexe. Ça reste complexe parce qu'il n'y a pas encore, je vais être terrible dans mes propos, il n'y a pas encore de mort. À savoir que dans toutes les attaques qu'on a eues, il y a quand même eu des atteintes importantes en termes de vol de données, et encore l'actualité récente du début de l'année, de disponibilité des systèmes.
Rappelez-vous, Saint-Gobain, les usines à l'arrêt, on a vu en début d'année Norsk Hydro, Fleury-Michon, c'est-à-dire qu'on est passé de quelque chose qui était désagréable, c'était le défacement de votre site internet, à quelque chose qui devient plus grave puisqu'on vole de la donnée. La donnée, c'est quand même un asset stratégique pour le pays et pour l'entreprise. Et puis surtout, maintenant, on attaque les systèmes et on doit les mettre à l'arrêt. Mettre à l'arrêt une usine, c'est grave, c'est désagréable, ça coûte beaucoup d'argent, mais quand on peut aussi attaquer une usine et faire en sorte de se connecter au système de sûreté, et là, on peut avoir un véritable accident industriel. Et je sais que, voilà, maintenant, quand Guillaume Poupard, le patron de l'ANSSI, dit on a une vraie crainte d'une cyberattaque terroriste, c'est-à-dire moyen de transport ou énergie, c'est plus pour faire peur. Donc je pense que ça a à la fois cette différence, on n'y croit pas encore aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de mort, mais je pense que c'est en train de devenir une véritable source d'attaque gravissime pour notre pays et toute la communauté internationale. Et puis l'autre point, c'est qu'une attaque informatique aujourd'hui, elle a quand même quelques particularités. D'abord, elle est virale. On se rappelle 2017, ça a commencé quelque part, et puis après, ça court sur la planète, et ça va très vite. Moi, je suis toujours frappée, on l'a vu là, hein, quand on était chez Saint-Gobain et autres, les postes sont tombés les uns après les autres. Et peut-être certains d'entre vous ont participé à l'exercice du G7 la semaine dernière sur le système financier. On a joué un scénario donc, sur tous les pays du G7, sur les systèmes bancaires, toutes les banques. Et je peux vous dire que la contamination, on a joué une contamination très rapide pour voir comment on réagirait les uns et les autres dans ce cas-là. Alors ce numérique, c'est un élément clé dans la communication de crise, mais est-ce que ça peut demain devenir aussi un atout ? Alors, en termes de communication, pour moi, je vois deux aspects. Je vois l'aspect, le numérique comme outil de communication avec toutes les bonnes choses et les moins bonnes choses. Les bonnes choses, on se rappelle tous dans ces terribles moments des attentats du bouton I am safe qui a permis quand même de rassurer, de communiquer alors qu'il n'y avait plus beaucoup de choses de vaillant pour le faire par rapport à l'inquiétude de famille et autres. Donc je dirais quand on utilise le numérique comme ça, c'est plutôt super et c'est une bonne leçon sur le fait qu'il faut qu'on développe ces systèmes et qu'on ait des systèmes fiables pour le faire. Je ne sais pas si ces systèmes doivent être américains, français et autres, mais il faut avoir des systèmes à notre disposition. Et puis après, c'est aussi la pire des choses, c'est la rumeur sur les réseaux sociaux, c'est les fake news. Je sais que certains d'entre vous y ont travaillé cette année. Donc c'est comment, et avec toute la déstabilisation, c'est-à-dire qu'une façon de déstabiliser un groupe ou une nation, c'est à travers les fake news, on l'a vu dans les élections par exemple, hein, dans certains pays, comment on peut manipuler l'information. Donc je dirais que le numérique, c'est à la fois de super opportunités, mais aussi c'est des superbes risques, et il faut que chacun, vous disiez, Madame la directrice, qu'il faut qu'on arme nos jeunes, nos enfants sur cette culture de cybersécurité. Je pense qu'il faut qu'on les arme sur le numérique, dont la cybersécurité. Je suis complètement d'accord avec vous. On ne voit pas tous les dangers aujourd'hui. Il ne faut pas se faire peur pour se faire peur, mais il faut être conscient de ça. Et puis le deuxième aspect de ce numérique et de la communication, c'est... Moi, je suis frappée aussi quand on fait des exercices de cybercrise chez nos clients sur la façon dont réagissent les communicants. À savoir que les communicants, ils aiment bien communiquer avec des éléments fiables et vérifiés. Ce que je comprends très bien, je ne leur ferai pas de ce reproche-là. Dans une cybercrise, on ne sait jamais. C'est-à-dire qu'à un moment, on se réveille, il se passe quelque chose, l'écran est noir, ou enfin, on a vu sur TV5 Monde, on a plein d'exemples, mais on ne sait pas de quoi il s'agit, on ne connaît pas les auteurs, on ne sait pas comment ça va rebondir. Et arriver justement, et je crois que moi, ça, c'est un job qu'on a à faire de former les communicants là-dessus, c'est qu'est-ce que je raconte au grand public, à mes clients, aux régulateurs et autres, alors que je suis dans une espèce d'interstitude. Et je dis toujours à mes clients, gardez un train d'avance par rapport à l'attaquant. C'est-à-dire que communiquer rapidement en disant « ouais, on a un problème », il n'y a rien de pire que de découvrir que le problème traîne depuis des semaines et qu'on n'a pas communiqué. J'ai vu l'autre jour là, une attaque dans un autre pays que le nôtre, où en fait, c'est arrivé par les syndicats, quoi. On a appris, alors vous imaginez, il n'y a rien de pire, c'est les syndicats qui ont communiqué sur le fait que l'entreprise était confrontée à une cyberattaque. Et c'est une vraie information. Je ne sais pas si c'est rassurant ce que vous êtes en train de dire, mais la prise de conscience, c'est déjà énorme.
Un sujet quand même extrêmement important, l'intelligence artificielle est en train de prendre une part considérable dans ce monde. Est-ce qu'il reste une place à l'homme dans la gestion de la crise ? Alors, c'est vrai que j'ai pu avoir des propos un petit peu, là, pour un vendredi matin, des propos un peu durs. Donc, je veux dire, moi, je suis d'un naturel optimiste. Et je dis, quand j'interviens aussi, je dis toujours, le numérique, c'est d'abord une fantastique opportunité. C'est un accès au savoir, un accès à la connaissance. Et je trouve que, voilà, on prépare un monde qui est extraordinaire. On a un petit peu tendance, moi j'ai la chance d'avoir étudié et travaillé des deux côtés de l'Atlantique et des deux côtés du Pacifique, et donc je vois un petit peu la différence d'appréhension qu'on peut avoir sur ces sujets, et je nous trouve un petit peu frileux en France. Je suis extrêmement fière dans un pays où on s'occupe d'éthique, du respect de la personne, c'est immense fierté pour moi, mais je pense que ça ne doit pas contrecarrer l'élan qu'on doit donner à toutes ces technologies et autres. Moi, j'ai une conviction. On a connu plusieurs révolutions industrielles. Elles ont toutes apporté du progrès. Elles ont toutes apporté de la richesse, des transformations profondes sur le métier de chacun d'entre nous, sur l'accès à la connaissance. Donc, je pense que l'intelligence artificielle, c'est une opportunité fantastique et qu'il faut arrêter ces discours un petit peu stressants. Et j'ai une autre conviction, je vais vous dire, en gestion de crise, l'intelligence artificielle, ça peut nous apporter plein de choses pour faire de la corrélation de signaux faibles, pour corréler des informations en train de ce qui se passait. Mais par contre, j'ai une conviction, c'est qu'à la fin, quand il faut décider, c'est vous, c'est nous. La décision, in fine, le directeur de crise et toute son équipe autour de lui, ses équipes autour de lui, à un moment, vous vous dites, c'est moi qui appuie sur le bouton pour arrêter un système, pour envoyer des renforts. On a vu... que ce soit sur l'incendie de Notre-Dame, etc. À la fin, il y a un patron avec une équipe qui prend une décision. Donc, et ça serait super que pour prendre cette décision, on soit aidé par de l'information et autres qui soient corrélés plus vite, qui nous arrivent plus vite, parce qu'on serait un petit peu plus tranquille quand on prend nos décisions en gestion de crise, même si c'est jamais facile pour avoir connu et œuvré dans les crises récentes sur la cyber. Donc, be positive, comme je dis dans mon mauvais français. Donc, soyons positifs, soyons conscients et surtout, soyons des ambassadeurs. Vous le disiez, Monsieur le Président, soyons des ambassadeurs de l'énergie, de la sécurité. Ayons foi dans notre pays et dans toutes nos compétences pour avancer et puis être les leaders sur ces sujets. Nous voilà rassurés, nous venons de récupérer nos postes. On est utile. Un très grand merci. Pour votre intervention. Je ne peux que... Attendez, vous ne sauvez pas si vite. Mario, ne vous sauvez pas si vite, peut-être. Un très, très grand merci quand même pour votre intervention. Je ne peux qu'encourager les auditeurs à lire les travaux qui sont les vôtres. C'est absolument passionnant. Tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'être cette année dans la gestion de crise à 100%, vous avez énormément à découvrir et à apprendre de Marie-Odile Crénon. Un grand merci. Et des travaux de la promotion. Et des travaux de la promotion, absolument. Bien évidemment. Ouais. Merci infiniment.